Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 pour nous accompagner ce dimanche. Alexandra Rosetti, le maire de Voisins-le-Bretonneux. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Alexandra Rosetti, bonsoir. Vous avez 47 ans, vous êtes mère de 3 enfants, initialement prof d'anglais. Vous vous êtes engagé en politique en 2001 aux côtés d'Alexis Biette, ancien maire de Voisins-le-Bretonneux. Vous êtes alors élu maire adjointe délégué à la démocratie locale. En 2008, vous devenez sa première adjointe. Quelques mois avant les municipales de mars 2014, vous démissionnez et vous montez votre propre liste. Un pari gagnant puisque vous remportez l'élection au second tour avec plus d'une dizaine de voix, 15 précisément sur Alexis Biette. L'ancien maire, donc, une victoire qui vous permet également de devenir vice-présidente de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes en charge de l'aménagement. Des mandats qui vous poussent cependant à arrêter votre métier de professeur. D'ailleurs, est-ce que ça vous manque, l'école, l'éducation ? Alors je dois dire, je n'ai pas arrêté mon métier. Vous n'avez pas arrêté ? Non, je suis passée à mi-temps. D'accord. Voilà. Parce c'est que pas trop justement, dur, alors. j'avais pas envie que ça me manque. Ouais. C'est pas trop dur ? Les journées ? Ah, il faut s'organiser, c'est une question d'organisation, mais non, au contraire, ça me fait beaucoup de bien de temps en temps d'aller voir mes élèves, voilà, et de faire des choses un peu différentes. Avec vous, nous ferons un bilan de votre première année, vos premiers mois d'élu, et vous répondrez à vos opposants, mais tout de suite, place au Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Un exercice que vous connaissez, Alexandra Rosetti, vous qui êtes déjà venu dans l'émission, c'est une série de questions-réponses rapides, pas de pièges, vous inquiétez pas. François Hollande, grimé en Hitler dans un journal marocain, avec notamment un brassard et une croix gammée, une façon pour l'hebdomadaire marocain de tirer la sonnette d'alarme face à la montée de l'islamophobie en France. Dérapage ou liberté d'expression, selon vous ? De presse, notamment, liberté de la presse ? Dérapage pour moi. Ouais. Vous êtes plutôt Canard enchaîné, Charlie Hebdo ou Fluide glacial ? Canard enchaîné. 8 Français sur 10 se disent favorables à un service civique obligatoire selon un sondage Odoxa. Qu'en pense la prof d'anglais que vous êtes ? Oui, moi je suis favorable aussi. Je pense que c'est nécessaire pour les jeunes de rentrer dans ce type de système aujourd'hui. Selon son procès, s'est ouvert à Lille dans l'affaire dite du Carlton. Pour 79% des Français, Dominique Strauss-Kahn aurait fait un meilleur président que François Hollande selon un sondage BVA. Vous partagez cet avis ? J'ai pas d'opinion, c'est facile à dire comme ça après, évidemment, mais j'avoue que je ne sais pas, parce que qu'est-ce que c'est un bon président voilà, il y a la technique et puis il y a le côté personnel, donc je ne sais pas. Et d'ici l'année prochaine, 1% de la population détiendra 50% de la richesse mondiale. C'est ce que révèle une étude menée par l'organisation Oxfam. Les inégalités se creusent. Peut-on encore renverser la tendance d'après vous ? J'espère bien qu'on peut encore la renverser parce que le monde doit bouger forcément. D'après un sondage IFOP, plus de la moitié des Français, 56% exactement, estiment que le Sénat n'est pas important et veulent qu'il soit réformé en profondeur. Faut-il supprimer le Sénat, oui ou non, selon vous ? Non. Pourquoi ? Je pense que les personnes qui pensent ça, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment le rôle du Sénat, mais le Sénat est très en lien avec les élus locaux, donc ils sont aussi notre voix quelque part, donc je pense que sans eux, ça serait beaucoup plus compliqué de porter nos problématiques aussi. Il a fait la une de l'actualité depuis quelques semaines, le nouveau Premier ministre grec du parti radical de gauche Syriza. Comment s'appelle-t-il ? Vous en rappelez-vous ? Alors son prénom c'est Alexis et c'est derrière c'est Tsipras. Alexis Tsipras. Oui, on n'entend parler que de lui tous les jours. C'est vrai. Forcément, oui, non, j'avoue. Question beaucoup plus intime, votre plat préféré, quel est-il ? Les cannelloni. Eh bien, d'après un récent sondage, le poulet est le plat préféré des Français. Il arrive devant les fruits de mer et la blanquette de veau. Henri Peyeux, le maire de Coignères, annonce sa démission pour protester contre l'abandon du prolongement de l'autoroute A12 et contre la réforme territoriale. Décision courageuse ou aveu de faiblesse pour un homme politique ? Je pense qu'il y a d'autres moyens de protester, puisque de démissionner, ça veut dire qu'on disparaît du paysage et qu'on n'a plus de moyens d'action. Donc c'est un choix que je ne comprends pas. Faire ses courses, c'est une corvée pour un Français sur deux. On y passe en moyenne 2h41 par semaine. Pour vous, corvée ou plaisir alors ?
Un peu corvée en ce moment. La patronne de l'UMP des Yvelines, Valérie Pécresse, est candidate en Ile-de-France pour les élections régionales de 2015. Elle est soutenue par Nicolas Sarkozy, qui dit de elle qu'elle est tonique. Est-ce un choix judicieux pour reconquérir la région, selon vous ? C'est difficile pour moi de me positionner dans la mesure où je suis UDI et qu'il y aura aussi une candidate UDI. Ouais. Donc voilà, mais je pense qu'il faut... c'est sans doute un choix judicieux pour l'UMP, oui. Que vous inspire le succès en salle de films comme La famille Bélier, Intouchable ou bien encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? On peut rire de tout, même du handicap et de la religion, selon vous ? En tout cas au cinéma ? Oui, je crois qu'on peut rire de tout du moment qu'on le fait avec délicatesse et sensibilité. Et ce qui s'est passé récemment montre qu'il y en a qui aimeraient qu'on n'ait plus le droit de rire de tout. Voilà. L'hebdo politique sur Sensation. Alexandra Rossetti pour cette première partie de l'hebdo politique. On va faire un bilan de vos premiers pas en tant que maire. Déjà, pour commencer, dites-nous comment vous sentez-vous dans vos habits d'élu après 10 mois de fonction ? Je me sens très bien, j'aime beaucoup ce que je fais. Je trouve que c'est passionnant parce dans une même journée, on traite de beaucoup de sujets différents. D'ailleurs, on se lève le matin, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, toujours très bien ce qui va se passer dans la journée. Donc je trouve que c'est vraiment passionnant parce que ça ouvre des horizons et puis ça permet aussi d'être vraiment proche des problématiques des gens, d'essayer de les solutionner autant qu'on peut. Et vraiment, ça me plaît beaucoup. Être maire, c'est comme vous l'imaginiez ou c'est plus compliqué ou plus simple peut-être ? C'est peut-être plus compliqué que je l'aurais imaginé. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile de le décrire en fait. Voilà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec M. Van de Waal. Je crois qu'il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Justement aussi de par la diversité des sujets qu'on peut avoir traités dans une journée. Et puis il y a le personnel, et puis il y a l'équipe d'élus à gérer. Enfin voilà, donc c'est plein de compétences différentes à mettre au service de l'intérêt général. Alors votre début de mandat a été entaché par les répercussions de vos mauvaises relations avec Alexis Billette. Celui-ci a contesté votre élection, il a déposé un recours qui a été rejeté. L'ancien maire a alors décidé de faire appel et la décision est désormais entre les mains du Conseil d'État. Il doit se prononcer dans les prochaines semaines. Ça vous gêne cette situation dans votre travail ou vous en faites abstraction aujourd'hui ? Je n'y pense plus du tout. Voilà, depuis que le tribunal a estimé que je n'avais rien fait de grave, il a dit officiellement, franchement, j'y pense plus parce que sinon on n'avance plus. Voilà. Donc on travaille. Voilà. On entendra Alexis Billette dans la deuxième partie de cette émission, ainsi que Jean H, élu d'opposition. On a déjà eu l'occasion de vous recevoir dans cette émission, c'était en mai dernier, et vous nous disiez que l'une de vos priorités, c'était la circulation, très compliquée, on le sait, à Voisins, qui est une ville de transit de 50 ans en Yvelines. À l'époque, vous regrettiez, selon vos termes, que chaque maire défend son bout de territoire. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Ou alors le temps... Oui, ça ne peut pas avoir changé aussi rapidement. Quoique, je dis ça, mais voilà, j'ai travaillé récemment avec le maire de Guyancourt, justement, sur des idées de requalification de voies qui pourraient l'arranger et lui et Voisins. Là, on travaille sur un carrefour à l'entrée de la ville, carrefour Hélène Boucher. Il y a eu une expérimentation qui est en train d'arriver à son terme. On est en train de faire les dernières mesures techniques. Sur la route départementale 36. Voilà, c'est ça. Et avec le département et la communauté d'agglomération pour ensuite proposer un aménagement pérenne. Parce que là, pour l'instant, c'est des plots, c'est pas extraordinaire. Mais donc, c'est vraiment une préoccupation, évidemment. Vous avez également mis des nouveaux feux, je crois, sur la rue de la Mérantaise. Pendant 2 mois, est-ce que vous avez trouvé la solution miracle pour mettre fin aux problèmes de circulation dans Voisins ? On y vient Alors ça, où on en est ? c'est pas une grosse solution, contrairement à ce que j'ai pu lire d'ailleurs à droite à gauche. C'est pas quelque chose qui est très coûteux pour la collectivité, mais qui s'avérait nécessaire parce que le matin, c'est très difficile de circuler quand on veut quand on veut circuler dans Voisins. Les voitures qui arrivent de Magny, c'est un flot continu et ne laisse pas forcément la priorité ou le passage aux Vicinois. Donc c'était une solution aux heures de pointe. Ces feux sont verts le reste du temps, mais aux heures de pointe, effectivement, il y a cet alternat pour que Ce qu'on avait dit pendant la campagne, c'est qu'on voulait que Voisins respire pour les Vicinois. Donc voilà, ça c'est une première mesure qui permet On s'en approche, en tout cas dans ce quartier-là. De toute façon, c'est important parce que dans ce quartier-là, on a quand même 164 logements qui ont été livrés derrière Carrefour. On a un autre programme qui est en train d'être construit au Mérantais. Donc les problèmes de circulation ne vont pas s'arranger. Donc c'est quand même important qu'il y ait un petit peu de régulation par rapport aux Magnicois.
Vous avez également mis un questionnaire en place, en ligne, sur le site internet de la mairie. Ça marche, ce type de questionnaire? Ça vous aide vraiment? Oui, ça marche très bien. On l'a mis sur le Carrefour. On a pas loin de 200 réponses quand même. Alors par contre, où ça m'aide moins, c'est que c'est très mitigé. En fait, voilà. Le résultat est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement la même proportion de personnes qui trouvent que c'est mieux et que de personnes qui trouvent que c'est pire ou équivalent. Vous voyez, donc il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage. Évidemment, ça va dépendre d'où vous venez, à quelle heure vous passez. Ça montre à quel point aussi le dossier est complexe finalement. Le dossier est complexe, donc c'est pour ça qu'on a demandé à ce que les études soient un petit peu plus poussées avec des mesures, ce qu'on appelle des remontées de fil. Pour vraiment mesurer le temps qu'on peut gagner. A priori, pour traverser voisins, en tout cas, ça semble quand même un vrai gain de temps. Le fait d'être vice-présidente de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en charge de l'aménagement, ça permet de faire avancer aussi ce dossier-là plus rapidement ou ça ne joue pas? C'est pas dans ma délégation, la circulation, c'est pas dans ma délégation, mais c'est vrai, quand on est installé dans les services avec l'agglomération, c'est un petit peu plus simple, on va dire, de travailler avec eux, mais même, je dis ça, mais je pense qu'avant, c'était pas si compliqué que ça, parce qu'on a affaire à des gens compétents et motivés, donc il faut simplement bien suivre, fixer des échéances, ça c'est essentiel. L'autre grand dossier de voisins, c'est l'offre de logement. Aujourd'hui, beaucoup de projets sont en cours, dont un, on va dire, historique, celui de la Meurice. La remise, excusez-moi. La remise, c'est notamment un projet de 500 nouveaux logements sur 10 hectares. Il y a des avancées significatives là-dessus. Ça fait des années que le dossier traîne un peu, on peut le dire. Dès que je suis arrivée, effectivement, j'ai fait débloquer les choses parce qu'il y avait trop de points de blocage et je voulais absolument que ce projet finisse par avancer. Donc c'est le cas. On a fait une réunion, je crois, le 30 septembre, une réunion publique là-dessus pour présenter l'étude d'impact. Donc là, l'étude d'impact va venir en enquête publique cette fois. Donc c'est ce qu'on a présenté au public. Et ça nous permet d'avancer aussi en temps masqué sur comment aménager le terrain, qu'est-ce qu'on y met exactement au final, et comment y avoir des dates qui se mettent en place, peut-être des objectifs de date pour un début de travaux. Un début de travaux, j'espère. C'est loin en tout cas. J'espère 2017. Je pense que ce serait c'est le plus raisonnable en termes de timing, mais dans la mesure où il n'y a plus de freins particuliers et qu'il y a une vraie volonté politique d'avancer, je pense que c'est un projet qui va déboucher. Par contre, un des préalables importants pour moi, c'est le traitement du carrefour des Pyramides. On revient à la circulation. Et là, c'est un peu de la bagarre. Il faut dire les choses parce qu'il y a des problèmes de financement, c'est comme partout. C'est-à-dire que ça, c'est un problème plus global. Et cette vision-là, je l'ai aussi parce que je suis à l'aménagement à l'agglo. C'est-à-dire qu'on nous demande de construire des logements dans toutes les villes, ce qui est logique. Sauf qu'on ne nous donne pas forcément les moyens en infrastructure routière derrière ou même en transport pour que les gens aient envie de venir et que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre cheval de bataille ces derniers temps, en particulier au travers du contrat de développement de territoire, qui est en enquête publique aussi en ce moment. Parmi les futures constructions, je l'ai dit, 500 nouveaux logements. Plus du tiers seront réservés aux logements sociaux. Voisins ne respectent pas pour l'instant le seuil des 20% imposé par la loi SRU. 25%. Et bientôt 25%. Vous êtes à un peu plus de 10%, si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup plus. Vous êtes à combien actuellement ? Là, avec les dernières livraisons, celles qui viennent d'avoir lieu et ce qui est en construction, je pense qu'on va arriver à 16 et quelques. D'ici la fin de votre mandat, en 2020, est-ce que vous serez au seuil des 25% ? Non, 25% non. C'est pas jouable. C'est 25% en 2025 déjà. Voilà. C'est d'ici 2020, 20%. Voilà. Atteindre les 20%, je pense que c'est faisable. Après, je n'en fais pas une obsession, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas... Après, si on en fait une obsession, on fait un peu n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai trouvé en arrivant, où j'étais pas spécialement au courant, c'est des programmes, ce qu'on appelle des logements spécifiques, qui sont en fait des programmes où vous avez un même type de population qui est logée, je dirais, dans un bloc, et qui évidemment vous fait gagner un nombre de logements sociaux très important, très rapidement. Et à Voisins, il y avait pratiquement plus que ça de programmé. Donc c'est vrai que j'ai arrêté tout ça, parce que j'ai voulu que le logement qu'on propose corresponde d'abord, en priorité, aux besoins des Vicinois. Aussi aux besoins du territoire de Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'il faut loger les jeunes qui viennent travailler dans nos entreprises et qui ne savent pas où se loger parce que le parc locatif est bien trop cher. Donc il faut répondre à nos besoins à tous, d'abord Voisins, ensuite à l'agglo, prioritairement. Et voilà, donc il y avait des programmes spécifiques qui ne me convenaient pas parce qu'ils ne répondaient pas à nos besoins. Donc on réinterroge en permanence ce qui avait été prévu.
Moi, je préfère construire du logement. Le besoin aujourd'hui, c'est du T2, T3. On va dire les choses comme ça, en logement social. Pas forcément du logement social, ce qu'on appelle le PLS, c'est-à-dire le top niveau, qu'on a beaucoup de mal à attribuer parce qu'il faut quand même des revenus assez importants pour y accéder. Donc voilà, donc c'est plutôt de l'intermédiaire qu'il nous faut et qui répond aux besoins des Vicinois qui habitent sur Voisins, mais qui ont besoin de logements pour ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Les villes qui ne respectent pas la loi paient des pénalités financières. Ça coûte combien à Voisins, ces pénalités, par exemple, cette année? Vous ne savez pas précisément? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais oui, on paye. Ça compte, j'ai envie de la question, enfin l'idée de ma question, c'est que ça pèse sur les Oui, finances. oui, ça pèse, d'autant plus qu'on ne respecte pas les objectifs ou qu'on n'a pas un plan, je dirais, pour les respecter. Donc il n'est pas question de faire non plus peser sur les Vicinois ce genre de contraintes, mais quand même, je ne voudrais pas que Voisins se transforme en... je veux dire, qu'il n'y ait plus que ça partout, qu'on ne fasse plus que du logement social, parce qu'il faut absolument arriver aux 25%. Il faut faire ça de manière réfléchie. Il faut faire ça de manière réfléchie, progressive. Je peux vous assurer qu'effectivement, moi, le sous-préfet, il me rencontre pour savoir où je vais, est-ce que je suis... Donc, je lui montre la bonne volonté, mais en même temps, je pense qu'il faut penser au visage de notre ville demain. Donc, ça implique quand même de prendre son temps et de faire de la prospective à long terme. Alors, il n'y a pas que le projet de la remise qui est en cours, mais également celui du Mérenté ou du cœur de ville. L'idée de tous ces projets, c'est également de stopper la baisse de la population à Voisins. Vous avez perdu à peu près en l'espace de 5 ans 1000 habitants. Vous êtes à un peu moins de 12 000 aujourd'hui. Vous avez un objectif à atteindre, un nombre d'habitants, ou c'est juste stopper la baisse? En fait, ce n'est pas forcément un objectif de stopper la baisse du nombre d'habitants ou d'augmenter le nombre d'habitants. Moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Je pense qu'il faut... répondre aux besoins des gens, ça c'est prioritaire. Après, de toute façon, remonter la population, on n'y arrivera pas. Il faudrait un nombre de logements considérable qu'on ne placerait pas. Déjà, la maintenir au même niveau, c'est pas évident. Ça quand même nécessite pas mal de construction. Donc encore une fois, j'essaie de ne pas mettre une pression là-dessus. Je pense qu'il y a suffisamment de pression entre la loi SRU et plein d'autres choses. Donc... la baisse de la population, ce n'est pas intéressant pour nous non plus, évidemment, puisqu'on a tous les équipements qu'il faut pour accueillir des familles. On a 8 groupes scolaires. Enfin bon, on a largement ce qu'il faut. Mais voilà, il faut faire attention de ne pas se mettre des objectifs inatteignables ou qui nous feraient faire des erreurs sur le paysage de demain de Voisins. Une fois aux commandes, on se rend compte que tout n'est pas possible finalement et que peut-être des promesses qu'on a tenues en campagne vont être difficiles à tenir. Alors oui, tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. J'ai essayé d'être prudente quand même pendant la campagne, justement parce que je sais bien que les promesses ne sont pas toujours si faciles à tenir. C'est vrai qu'il y a des déceptions, il y a des fois des choses où on s'est dit, ça oui, je vais y arriver, et puis c'est pas aussi simple qu'on le pensait. Mais globalement, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de volonté politique pour faire avancer les choses avec les partenaires, tout simplement. Et que quand ils sentent qu'il y a de la volonté, quand même, on arrive à faire bouger les lignes. Voilà. Il faut être un peu patient. C'est l'heure de faire une pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous, Alexandra Rosetti, on entendra vos opposants politiques. L'hebdo politique, vous avez la parole. Vous avez la parole. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Alexandra Rosetti, le maire de Voisins le Bretonneux. Dans un souci d'équité, nous allons entendre vos opposants politiques, à commencer par le groupe le plus important au conseil municipal, après le vôtre bien sûr, c'est celui d'Alexis Biette, l'ancien maire UMP de la ville. Écoutez, il parle notamment de budget et de finances. En termes de gestion, la situation financière de la commune est laissée de façon très très saine. Et les changements qui sont intervenus se sont passés notamment dans la date du vote du budget, qui est maintenant fait l'année précédente, alors que moi-même, la CASCI d'ailleurs aussi, le vote, on va dire le plus tard possible, pour que le budget soit le plus sincère et précis sur les projets à engager. Alors que là, ça amène un flou, une imprécision, on a un manque de chiffres et des projets vagues. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y a une recherche d'économie évidemment qui se poursuit avec les
contraintes qui augmentent sur les collectivités territoriales. Et cette recherche d'économie, elle doit se faire plus sur le fonctionnement que sur les investissements. Et on voit que le ralentissement des investissements, aggrave notre crise. Et donc cette recherche d'économie, elle ne doit pas se faire au détriment de la qualité des services, ni de la sécurité de l'encadrement des enfants. Comme les temps d'activité périscolaire, la nouvelle équipe applique les taux les plus faibles d'encadrement, contrairement à ce que nous voulions faire. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'entretien du patrimoine et de l'accessibilité des lieux publics. Par exemple, réménagement et la mise en sécurité du parc de la Croix-du-Bois, on a appris que les économies allaient se faire sur la non-accessibilité des personnes handicapées. Alors vous allez pouvoir vous exprimer sur tous ces points. Première question, pourquoi avez-vous décidé d'avancer la date d'élaboration du budget au mois de décembre ? Avant c'était, je crois, au mois de mars ou au mois d'avril. Pourquoi vous l'avez au mois de mars ? Pour respecter le principe d'antériorité. C'est-à-dire qu'en fait, nous on revient un petit peu dans les règles, dans ce qui doit se faire. C'est quand même plus simple pour les services de commencer à travailler en janvier et pas attendre avril pour savoir... parce qu'avant, il fallait voter des crédits avant pour qu'ils puissent commencer à travailler. C'est plus simple, vous dites. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Alors la CASCI, effectivement, on va le voter cette année en avril. C'est absolument exceptionnel puisqu'elle s'était mise à le voter en décembre aussi. Donc c'est juste pour rafraîchir la mémoire à M. Biette. Donc là, c'est pour des questions de nouvelle équipe qui arrive justement. Et il y a beaucoup d'économies à faire. Donc ça prend un petit peu de temps à mettre en place au niveau de la CASCI. Donc on ne va pas se comparer à la CASCI en permanence. Donc voilà, le principe d'antériorité dans un budget, c'est quelque chose de très classique. Et puis c'est vrai que nous, on n'envisage pas le budget comme M. Biette l'a toujours envisagé. C'est un élément de prévisionnel, je dirais. C'est pas forcément un objectif qu'on fixe. Ça nous permet, évidemment, il va falloir d'avoir un cadre, bien entendu. Et puis, en termes d'investissement, alors les économies sur le fonctionnement, oui. Sauf que moi, je ne les fais pas comme lui. C'est-à-dire que lui, il avait... et c'était une des choses, moi, qui me perturbait beaucoup, c'est que les économies de fonctionnement se faisaient exclusivement sur les services à la population. Donc là, je peux vous dire qu'ils n'ont plus rien à gratter. Il n'y a plus rien à enlever aux services à la population. Pour l'investissement, en fait, l'idée, c'est quand même d'inscrire des choses que les services ont le temps de faire. Vous voyez, parce que je peux, effectivement, si je veux, là, j'ai inscrit 3,5 millions. On va faire un budget... Le budget en baisse de près de 40% en l'espace d'un an. Oui, mais parce qu'on veut être réaliste. C'est un chiffre qui, comme ça, peut paraître très impressionnant. On veut être réaliste. C'est-à-dire que là, les services, de toute façon, ne réalisaient pas 6 millions de travaux. Et puis, il y avait une façon d'inscrire les sommes qui n'était pas logique. C'est-à-dire qu'ils inscrivaient un programme en entier. Par exemple, je ne sais pas moi, la réhabilitation... la maison de Coville, par exemple, on inscrivait le programme en entier, alors que le programme se fait sur plusieurs années. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, a priori. Donc, on revient à la façon réglementaire, je dirais, de poser les choses. Sur la Croix-du-Bois, je ne peux pas le laisser dire ça, parce qu'évidemment, c'est le jeu. La Croix-du-Bois, il y avait 900 000 € de travaux de prévus. On a déjà fait plus d'1 million de travaux sur ce site qui est quand même pas énormément fréquenté, puisqu'il est excentré, il est complètement à l'autre bout de Voisin. Donc, dans ce qu'on a enlevé, c'est pas du tout juste enlever l'accessibilité, c'est pas ça du tout. J'ai enlevé un programme sur un pavillon d'accueil avec un auvent en verre de 200 mètres de long à 300 000 €, je crois, de mémoire. Et puis, il y a des choses qu'on a revues à la baisse parce que on n'a pas les moyens de faire vivre ce site. Donc, quand il faut faire des choix, on pose des critères. Donc, le critère, c'est le taux de fréquentation du site. Est-ce qu'on peut faire vivre ce théâtre de verdure ? J'ai été à la culture pendant des années, on n'a jamais rien pu mettre, ni un centime, parce que justement, on tapait tellement sur le fonctionnement qu'on n'a jamais pu faire fonctionner ce théâtre, qui est dans un état épouvantable. Le remettre en état, ce sont des sommes considérables. Si c'est le remettre en état pour l'utiliser une fois par an, je pense que les Vicinois apprécieront qu'on fasse des économies. Après, l'accessibilité PMR dont il parle, c'est pour descendre dans le jardin. Le reste du parc est complètement accessible, mais c'est extrêmement pentu, c'est des tout petits escaliers. Donc c'est pareil, si on met ça en accessibilité PMR à partir du haut du jardin, c'est des sommes énormes. Donc moi, je suis d'accord pour mettre... en accessibilité PMR, ça ne me pose pas de souci, sauf que s'il faut faire des choix, je préfère soigner l'accessibilité PMR dans la ville, au niveau des trottoirs, au niveau des équipements publics, communaux, et puis attendre un petit peu peut-être à de meilleurs jours pour le faire là. Voilà, après, c'est des choix, évidemment. Alors juste pour indiquer, ceux qui souhaitent évidemment consulter le budget est consultable sur le site internet de la mairie, et c'est un budget qui est en baisse de plus de 2,5 millions d'euros, il est précisément de 20 300 000 €. Je vous propose maintenant d'écouter Jean H, élu du groupe d'opposition de gauche pour Voisin avec vous.
Sur le plan positif, il y a un réel effort de transparence. Donc elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus favorable à des échanges d'informations. Sur le plan aussi positif, la réorganisation interne des services est assez efficace et met de la rigueur là où il n'y en avait pas. Et puis le troisième point que je vois positif, c'est la politique numérique qui devrait permettre une meilleure participation des habitants aux réflexions, à l'expression des besoins pour la commune. Sur les points négatifs, oui, je pense elle n'a pas encore de vision quant à l'avenir de la commune, en fait. Elle n'a pas de vision claire. Et pour le moment, c'est plutôt de la gestion qu'une volonté d'un développement réfléchi. Le deuxième point que je vois négativement, c'est que concernant l'élargissement de la communauté d'agglomération, elle n'a pas fait de concertation avec les habitants de la commune. Or, c'est quand même quelque chose d'important et manifestement à Voisin, il y a plutôt une majorité vers le plateau de Saclay que vers le bassin de Vie, tel que la majorité de la Casquie l'envisage. Elle ne sait pas porter la voix de Voisin à la Casquie et elle suit plutôt la volonté des autres maires de droite de la Casquie. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, je pense aussi qu'elle a été un peu autoritaire dans sa décision concernant l'aménagement de la remise et la construction d'une église, alors que dans la campagne, elle avait été particulièrement floue. Alors les critiques de M. H se portent principalement sur le projet d'élargissement de la Casquie. Il dit que vous n'avez pas assez pesé dans les débats, que vous n'avez pas concerté la population. Vous lui répondez quoi ? Je lui réponds que je ne peux pas organiser la concertation toute seule. C'est pas possible. Il fallait qu'il y ait une volonté de toutes les communes d'organiser une concertation dans leur propre commune, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu des débats depuis très longtemps en fait sur ce sujet-là. Donc mon prédécesseur n'en a jamais parlé à personne, évidemment. Que M. H pense que la majorité de Voisins penche sur le plateau de Saclay, je ne vois pas ce qui peut lui faire dire ça. Et de toute façon, il y a un moment où débattre, ça aurait été bien, mais je pense que ça aurait été vraiment stérile, parce qu'a priori, enfin c'est pas a priori, c'est sûr, le plateau de Saclay ne voulait pas nous rejoindre de toute façon. Donc c'est un peu ce que j'ai dit quand on était en débat entre maires. C'est bien de vouloir aller à tel ou tel endroit, mais si les partenaires veulent pas de nous, de toute façon, on est un petit peu coincé. Donc concerter pour dire aux gens, de toute façon, au bout du compte, je peux pas vous écouter parce que les autres non plus ne veulent pas de nous. Donc bon, voilà. Moi aussi, j'aurais aimé prendre le temps. Très honnêtement, ça m'aurait plu. D'ailleurs, j'ai fait une table ronde au mois de décembre, justement sur le plateau de Saclay, pour que les gens qui s'intéressaient puissent venir un petit peu voir ce qui s'y passe. J'aurais aimé, vraiment j'aurais aimé, mais bon, voilà, je ne peux pas faire toute seule dans mon coin. Ça n'aurait pas servi à grand-chose. Si c'est pour créer plus de frustration qu'autre chose, je ne pense pas que ce soit très utile. Je peux revenir sur la remise ? Sur la remise, on va revenir. Juste, je voulais rappeler aux auditeurs que la Commission régionale de coopération intercommunale a retenu il y a quelques jours le projet de fusion de la Casquie avec la communauté de communes de l'Ouest parisien et son extension aux communes de Coignères et de Maurepas, formant un ensemble d'environ 230 000 habitants. Ça vous va au fait, ce projet ? C'est mieux que le projet de 800 000 habitants ? Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable. Déjà, intégrer 5 communes, ça va pas être... c'est pas simple parce qu'on a une communauté d'agglomération très intégrée. Ça fera 12 communes en tout, au lieu des 57 à un moment qui ont été Mais moi, pourquoi pas ? Moi, je trouve que c'est bien d'accueillir d'autres communes, surtout qu'elles sont dans notre bassin de vie. Simplement, ça va demander une organisation... ça va prendre du temps, quoi. Voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. 800 000 habitants, ça aurait été juste un non-sens. Voilà, enfin... à mon avis. Concernant la construction justement d'un lieu de culte dans la zone d'aménagement concerté de la remise, il a été acté récemment. Jean H dit que vous avez fait preuve un peu d'autorité sur le sujet. Bah oui, vous voulez que ça avance, donc quand on veut que ça avance, il faut parfois savoir faire preuve d'autorité. Pendant la campagne, je n'ai pas été floue du tout. Hein. J'ai dit que je n'étais pas opposée à ce projet, dans la mesure où j'aurais vérifié avant qu'il n'impactait pas l'équilibre financier de la ZAC et qu'il ne nous empêchait pas d'avoir le nombre de logements dont nous avions besoin. C'est très exactement ce que j'ai dit, c'est très exactement ce que j'ai fait. Une fois ceci vérifié, j'ai dit, pour moi, c'est un projet privé. Voilà, ils vont acheter le terrain comme n'importe qui, ils vont construire l'église eux-mêmes. Et puis, et par contre, de le mettre dans la ZAC, ça nous permettra d'avoir un regard sur le parti pris architectural. Ça nous permettra de quand même donner notre avis. Voilà. Et sur le positionnement sur le terrain aussi. Vous voyez, ça nous permet de travailler en bonne intelligence. Je voudrais maintenant vous faire réagir concernant vos relations avec votre prédécesseur, Alexis Biette. Écoutez-le, il déplore le manque de coopération entre vous.
Dès le départ, je me suis mis à sa disposition pour le passage des dossiers, pour participer le plus possible à la vie communale et intercommunale. Mais c'est elle qui a refusé tout contact et tout travail en commun. C'est dommage. On est méprisé et même attaqué. Toujours des critiques. Et vraiment, je crois qu'on n'est pas obligé de critiquer le passé pour valoriser le présent, surtout quand on était partie prenante, comme elle, qui était première maire adjointe. Et puis, dans le rôle des élus, le rôle des élus, il doit être irréprochable. Je l'ai dit, et pour avoir dit qu'il y avait un mélange des genres choquant entre une adjointe et son activité professionnelle, j'ai été traîné, là, tout à fait récemment, devant le tribunal de grande instance de Versailles, pour la première fois, après 19 années de responsabilité en tant que maire, en me réclamant 20 000 euros de dommages et intérêts. Alors voilà, je suis en attente du jugement qui est mis en délibéré le 16 février prochain. Alexis Biette dit que vous n'avez pas voulu collaborer avec lui. J'imagine que vous avez une version différente. Évidemment que j'ai une version différente. Moi, mes collègues maires, quand j'ai été élue, je leur ai dit comment ça se passe. Ils m'ont dit c'est à Alexis Biette de t'appeler. Donc quand nous sommes rencontrés pour le les jour, dossiers, pour faire suivre c'est les un peu dossiers. logique, quoi. Non, lui, il aurait aimé que ce soit moi qui l'appelle. Bon, voilà, ça en reste là. Comment travailler avec quelqu'un qui vous met au tribunal, qui fait un recours? Je sais pas faire, qui se promène dans toute la ville en expliquant que je suis malhonnête, que je ne suis pas digne d'être le premier magistrat de la ville. Ne vous inquiétez pas, nous allons voter. Comment je fais pour travailler? Enfin, je suis un être humain quand même, vous voyez. Donc moi, j'ai attendu déjà patiemment que ce moment un petit peu compliqué passe, parce qu'il m'a quand même traîné dans la boue. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas très agréable d'avoir ce genre d'insinuations qui ont été complètement rejetées. En ce qui concerne mon adjointe, je vais quand même dire les choses, parce que là, en plus, il ne donne pas toutes les informations. Effectivement, il a été attaqué en diffamation parce qu'il a fait une erreur. Il faut quand même qu'il le reconnaisse. Dans un tract, il a mis en cause cette adjointe qui est commerçante sur la ville et qui a eu droit à un entrefilet dans le journal comme tous les autres commerçants parce qu'elle a déménagé dans l'année. D'accord ? Tous les autres commerçants y ont droit. Donc, sous prétexte qu'elle est élue, elle, on n'a pas le droit de dire qu'elle a déménagé sa boutique de la Grande Île au centre-ville. Bon, expliquez-moi pourquoi. C'est un peu difficile de lui faire admettre ça. Et puis, comme par hasard, elle est adjointe au scolaire. Comme par hasard, ce tract qui la met en cause nommément est distribué au moment où nous allons dans toutes les écoles pour expliquer la réforme des rythmes scolaires. Je veux bien coopérer avec quelqu'un qui passe son temps à raconter des mensonges sur la mise en place de la réforme, qui en arrive à dénigrer le travail des services qui ont travaillé pour lui. Donc, si vous voulez, il y a un moment, moi, je veux bien travailler avec des gens de bonne volonté, mais pas avec des gens qui mentent, qui manipulent l'information. Vous regrettez cette situation aujourd'hui? Vous espérez qu'elle va s'améliorer la balle est dans son camp. La balle est dans son camp. Je veux dire, il n'y a qu'à lire vous êtes prête à collaborer? Bien sûr, je suis prête. Mais moi, quand je lis les tribunes qu'il écrit en ce moment, où il ment, où il manipule les chiffres, comment voulez-vous que j'ai envie d'aller dire on va travailler ensemble? Ouais, super. C'est-à-dire que tout ce que je vais lui dire, il va s'en servir et le manipuler. Monsieur Biette est un homme politique depuis 19 ans, 20 ans maintenant, ça va. C'est bon, je le connais bien. J'ai été première adjointe, certes. Si je suis partie, c'est peut-être parce que je n'ai pas été associée au choix. C'est peut-être parce que je n'ai pas été entendue quand il fallait revenir sur certains choix ou quand je n'étais pas d'accord. Donc me dire que oui, j'ai été associée, certes, mais bon, je demande encore à voir. Dernière intervention de Jean H. Maintenant, on réécoute Jean H. Il regrette que vous soyez candidate au départemental. Écoutez, c'est Jean H. Moi, je suis déçu qu'elle soit candidate aux élections départementales. Par principe, je suis contre le cumul des mandats, c'est une chose, mais sur le fond aussi, je considère qu'elle n'a pas encore la mesure de ses fonctions comme maire de Voisin et comme vice-présidente de l'agglomération en charge de l'aménagement, et que donc, il n'est pas sain du tout de se disposer de vouloir être au Conseil général. Donc je regrette vraiment sa décision, je considère qu'elle est très mauvaise. Avant que vous répondiez, Alexis Biette a regretté également que votre candidature, il s'est positionné contre le cumul des mandats uniquement. Pourquoi êtes-vous candidate au départemental Monsieur Biette, en son temps, avait été aussi candidat au département. C'est pas grave, voilà. Pourquoi êtes-vous candidate au départemental? Je suis candidate pour Voisin, pas pour moi. Parce que, très honnêtement, ce que je vis en ce moment en tant que maire et en tant que vice-présidente de l'agglomération, moi, ça me va parfaitement, d'accord? Maintenant, j'aurais pas été candidate, peut-être qu'on me l'aurait reproché aussi, vous voyez, donc bon, c'est pas très grave.
Voisin n'est pas assez représenté peut-être Voisin n'a jamais été représenté au Conseil général, déjà. Donc c'est vraiment pour que Voisin ait sa place, parce qu'il y a des tas de sujets quand même d'importance qui concernent le Conseil général, la circulation par exemple. Donc j'y vais aussi en me disant, j'espère que je vais pouvoir peser pour faire avancer les choses. Alors j'y vais pas pour être vice-présidente du Conseil général, qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, je vais avoir un rôle de conseillère générale, départementale, on appelle ça maintenant. Donc j'y vais pour si vous voulez, c'est pour l'intérêt de Voisin, tout simplement. Donc M. Biette a été lui-même candidat il y a quelques années contre M. Van de Waal. M. Biette a aussi été candidat pour être suppléant au général Morillon il y a quelques années. Donc voilà. Je comprends que M. H. Je comprends que le cumul des mandats puisse faire peur. En même temps, je pense que si on veut que Voisin existe, il faut aller dans les instances qui vont bien. Voilà. Alors vous serez candidate aux côtés d'Yves Van de Waal sur le canton de Maurepas, puisque je le rappelle, désormais les votes se portent sur un binôme et que les élections se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Et vous serez opposé aux socialistes, notamment Ismaël Vagne, actuel conseiller général, et Christine Mercier, et pour le FN à Vincent Texier. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Alexandra Rositi d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation Yvelines. Nous serons avec François Deligné, maire PS de Guyancourt. Bonne fin de dimanche à tous et bonne semaine. L'hebdo politique.